Moi, je vis à la campagne, et quand on vit à la campagne, vous savez, on sait très bien faire la différence entre les toiles d'araignée ou les fils d'araignée qui peuvent être un peu partout et les fils de chantrail. Déjà, je vais vous donner un premier indice. Le fil d'araignée, même tout seul, est très résistant. Quand vous tirez dessus, ça résiste tout. Le fil de chantrail, lui, il n'a aucune résistance. Il est complètement élastique. Vous avez presque l'impression de taper dans du vide. Voilà, quand vous le récoltez. Alors que si vous touchez un fil de toile d'araignée, vous allez voir, il y a de la résistance et avant d'arriver à le rompre, boum. Et au moment où vous le rompez, vous sentez vraiment la craquelure. Deuxième expérience que vous pouvez faire, je vais vous montrer, très simple. La toile d'araignée, lorsqu'on la soumet à une flamme, brûle. Voilà. Elle brûle et une fois qu'elle a fini de brûler, il y a une partie en sang, tout, etc. Le fil de chantrail, lui, ne brûle pas. Il se rétracte, comme du plastique. Regardez bien. Mais il ne brûle pas. Voilà. Pouvez-vous nous présenter votre activité? Bonjour. Alors, je suis aujourd'hui un vieux monsieur, mais j'ai fait des études de chimie organique jusqu'au stade d'obtenir un doctorat de 3e cycle. Tout ça, ça se passait en 71 à Marseille. Des années plus tard, après avoir travaillé dans le domaine de l'industrie de l'instrumentation de chimie analytique, en particulier aux États-Unis pendant plusieurs années, l'idée m'est venue de monter un laboratoire basé sur la spectrométrie de masse. Pourquoi ça? Parce que cette technique, vous voyez un tel instrument derrière moi, cette technique présente l'avantage, et c'est unique, de permettre d'identifier des molécules sans avoir besoin d'une idée préconçue. Des molécules dont on ne sait pas si elles seront là, on les identifie par leur spectre de masse. Donc c'est une technique d'identification, et non pas seulement de quantification. Voilà. Par contre, il y a des milliers de gens qui ont observé ça, j'ai découvert ça, et qui se posent évidemment la question de savoir qu'est-ce que c'est. Après coup, je me suis rendu compte que j'étais pas le premier. Il y a un laboratoire italien qui s'est posé les mêmes questions et qui a trouvé les mêmes réponses que moi. On arrive tous à la conclusion que ça n'est pas naturel et que la main de l'homme est passée par là. Alors, ça tombe du ciel, c'est pas naturel. Un certain nombre de molécules
ont été identifiés par comparaison avec une spectrothèque dont je dispose. Les phtalates sont très connus, parce que très utilisés dans l'industrie des plastiques en particulier, sont très connus pour être des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça veut dire que quand ils pénètrent dans les organismes vivants, ils dérèglent le fonctionnement des glandes qui régissent notre équilibre. Les équilibres, les merveilleux équilibres qui régissent le corps humain. La présence de phtalates dans ces filaments, en proportion importante, est alarmante, puisque ces filaments tombent sur le sol, que ainsi ils rentrent inévitablement dans la chaîne alimentaire, et qu'au bout, en haut de la chaîne alimentaire, il y a l'homme. Manifestement, mon rapport n'a pas été lu de manière objective, et manifestement, les bonnes questions ne sont pas posées. Les questions ne sont pas posées. On a des réponses qui ne sont pas étayées. Ces épisodes sont rapportés dans le monde entier. C'est un problème environnemental et de santé publique. Donc que les ministères de la Santé et de l'Environnement se mêlent de cette affaire. Et Quelle conclusion peut-on tirer de vos analyses? Écoutez, le plus simple, c'est que je relise ce qui figure à la fin d'un rapport qui circule sur Internet librement. Les connaissances préliminaires et partielles que le laboratoire Analytica est parvenu à obtenir sur la composition de ces filaments aéroportés sont alarmantes, puisqu'il est maintenant démontré qu'ils transportent des perturbateurs endocriniens, ces fameux phtalates, et que ces retombées sont inévitablement susceptibles d'affecter la surface entière du globe terrestre et d'affecter la chaîne alimentaire. Voilà, rien à ajouter. Plus je fais des observations, plus elles sont en corrélation avec celles faites par cet institut. Je rappelle que la maladie de Morgelon, ce sont ces mêmes fils qui poussent sous la peau et qui créent des liaisons, donc cette maladie est toujours plus ou moins reconnue. Sensations on your skin, you get really itchy. Only like a bad science fiction story. It's like pure evil, I swear. I have Morgellons disease. It's not a recognized disease. The medical society has shunned us. I saw a doctor who told me I was delusional. I feel like if people can't see it, they don't believe it. I'm sad all the time. I'm depressed all the time.
that grow out of their body, and these fibers burn at 1,400 degrees or more. And they also have where it's either black, blue, or red, or even white fibers. They experience hair loss that is replaced by pseudo hair. They have fatigue and a number of what they call lesions, which has like a crust over it, or a pseudo skin, or some people call it a callus, where these fibers and other materials accumulate under the skin. Doctor, we're just showing some photographs as you're speaking, and this thing it's really alien on the human body. Well, it is a true foreign invader, meaning a foreign invader is something that comes into the body and is not recognized by the body and attacks the body's defense mechanism. And in this case, the materials which were identified at the end of the study, which was under Project FM. Doctor, this may be a ridiculous question, but the chemical analysis of these fibers, is it earthly or is it extraterrestrial? No. What I found was earthly, meaning when these nanoparticles come into the body, and they could become as smart dust or straight particles, what happens is it has some kind of nanoparticle which is called a nano assembler, meaning it uses body materials to make its network of fibers. Fibers that came from a chemtrail sample. Now, how did that come to you? What did it look like when you saw it just with the naked eye? Well, what it looked like was just like cotton candy, like just white cotton candy in a bag, and then also a twig was attached. Because the person who took the sample saw it falling from the sky and was able to gather it and date it when they gathered it and put it into a proper Ziploc bag. Ces molécules ne se rassemblent pas, donc elles restent sous la forme de filaments. Et c'est seulement quand on commence à les manipuler qu'on arrive à en faire une petite boule. Mais quand elles sont dans l'air, elles sont vraiment disséminées, dispersées sous la forme de filaments. Ça ressemble à des toiles d'araignée. C'est-à-dire que ces gens-là ont des fibres comme ça qui poussent et qui sortent, et qui sortent de ces nécroses. Et pour le docteur Hildegard Steininger, qui est un des plus grands experts dans la matière, c'est pas très réconfortant, mais elle dit qu'on est tous infectés par ce genre de choses, parce que ça vient de l'exposition aux nanoparticules qui sont aussi balancées dans les chemtrails, et qu'en fait, les gens qui ont ces nécroses, c'est parce que leur corps les rejette. Ceux qui n'ont pas de nécrose, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas infecté, ça veut juste dire que notre corps se débrouille pour vivre avec. Donc elle dit, ce ne sont pas juste des particules de polymères, ce sont des agents plastiques, ce sont des agents de guerre biologique et des virus mis par la main de l'homme, remplis de nanosphères de plastique et de nanotubes de carbone. Elle démontre aussi que ces nanoparticules s'auto-assemblent et s'auto-dupliquent à l'intérieur de notre corps. Elle résiste évidemment à tout, elle a tout fait, elle les a brûlés à 1400 degrés, elle les a passés à l'eau de Javel, et en fait elles ne sont pas destructibles. Il y a aussi des gens qui ont des trucs très bizarres qui sont des fibres rouges et bleues, et en fait quand ils les ont analysées, alors ça c'est anecdotique, je ne sais pas ce qu'on peut en tirer, mais c'est la même texture, la même, comment on dit, composante que les fibres rouges et bleues qu'il y a dans les billets de 20 $. Certaines de ces fibres aussi transportent de l'ADN et de l'ARN génétiquement modifiés, et elles se développeraient grâce à l'énergie bioélectrique de notre corps. On sait qu'il y a des bébés, enfin elle a démontré qu'il y avait des bébés qui étaient en train de naître avec ces nanomachines en eux. Mais depuis quelques années, il y a eu beaucoup plus de recherches, puis ils ont découvert qu'il y avait aussi dans les chemtrails des produits synthétiques intelligents. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, il y a aussi des genres de nanofibres, on les voit ici, les nanofibres qui sont faits de polymères. Donc, c'est des produits synthétiques, là. Et puis de métaux, mais c'est tellement fin, c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu.
Beaucoup plus fin. On va en voir tantôt des cheveux comparativement à ça. Vous allez voir la différence de grandeur. Puis ce qui est intéressant, là, c'est que ces choses-là qui tombent du ciel, quand on les prend et on les met dans des cultures, c'est ça que vous voyez ici. Une culture faite à base de vin, celle-là. Ils mettent ça dans une culture de vin, puis ça fait des bébés, cette affaire-là. C'est pas vivant, là. C'est des fibres synthétiques de métaux puis de genres de polymères, des genres de plastique. Puis vous prenez ça, vous mettez ça dans une culture, puis ça fait des bébés. Mais théoriquement, ça ne devrait pas parce que ça n'a aucun des composants cellulaires capable de le faire. Mais ça le fait quand même. Donc, c'est une sorte de... ce sont des êtres synthétiques qui n'existaient pas avant, puis qui maintenant nous tombent sur la tête à longueur de journée. Ça veut donc dire que ces nanoparticules passent la barrière protectrice de l'organisme. Alors, ce qui est marrant, comme d'habitude, c'est que l'AFSET, l'Agence de sécurité sanitaire et de l'environnement, écrit « Elles circulent dans tout l'organisme, la peau, les tissus, le sang, les alvéoles pulmonaires, la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau ou le placenta et peuvent s'accumuler dans plusieurs organismes essentiellement à partir d'expositions respiratoires et digestives. » Les biopsies des morgelons et les résidus de chemtrails ont aussi prouvé qu'elles contiennent tous les deux une bactérie qui s'appelle l'agrobacterium. C'est une bactérie des sols qui est très courante, sauf qu'elle n'a qu'une fonction, elle est mutagène. Et en fait, elle est capable de transformer génétiquement les plantes et aussi des cellules eucaryotes. Et en fait, c'est ce qui sert à fabriquer tous les OGM. Et aussi, si on met ça en perspective avec les vaccins dans lesquels on récupère des ADN étrangers, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir une bactérie en nous qui code et qui fait muter les ADN ?